Mannequins enfants, à quel moment avez-vous compris que votre enfance n'était pas comme celle des autres? J'avais 7 ans la première fois que ma mère m'a fait m'asseoir dans un bain glacé pendant une demi-heure pour blanchir ma peau, refusant de me laisser sortir alors même que mes lèvres viraient au bleu. « Arrête de grelotter ou on recommence !» lançait-elle tout en consultant le planning du lendemain. « Le client veut un teint de porcelaine. Il faut être irréprochable. » Puis la sonnette d'entrée a retenti. « Encore 30 secondes », a-t-elle dit, sans même lever les yeux. Le carillon s'est fait entendre une deuxième fois, plus bruyamment. « Protection de l'enfance, nous devons parler de votre fille. » Le téléphone de ma mère a glissé de ses mains, tombant dans l'eau gelée. L'eau ruisselait encore sur moi tandis qu'elle m'enveloppait dans une serviette minuscule, à peine de quoi me couvrir le visage. « Avant que tu aies envie de nous trahir, souviens-toi de ce qu'on a fait à tes dents de lait », m'a soufflé mon père en me poussant doucement vers la porte. L'intervenante s'appelait Favor. Elle a expliqué « Un photographe nous a envoyé des clichés du shooting d'hier. Il a remarqué des bleus, une perte de cheveux inquiétante. » Ma mère s'est placée derrière Favor, là où seul moi pouvais voir cette grimace qui voulait tout dire. Ce soir, ce serait le sol du garage. J'ai esquissé ce sourire figé, celui de la carte composite. Douce, sage, inoffensive. Tout va très bien. J'adore faire du mannequinat. C'est vraiment ce qui me plaît. Favor a dégainé sa tablette, agrandissant une photo prise dans les coulisses. Pourquoi on voit des marques de doigts sur tes bras, cachées sous du maquillage? Je marque facilement. C'est dans la famille. Ma mère préfère les dissimuler, pour ne pas inquiéter la clientèle. Elle a fait défiler une autre photo. Et ces trous sur ton crâne? Ma main est montée d'instinct vers mes extensions. On expérimente un nouveau style. Très fashion, très édito. Elle a repris. Mais tu n'as que 10 ans. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Ma mère m'a devancée. On fait l'école à la maison entre 2 séances. Elle gagne plus en un an que vous ne le ferez jamais de votre vie. Honnêtement, si vous touchiez 6 chiffres, vous perdriez votre temps sur des multiplications? Favor a demandé à voir des devoirs. Mon père a haussé les épaules, ricanant. On ne va pas dépenser pour des bouquins alors qu'elle peut bosser ses pauses à la place. Puis il a posé la main sur sa ceinture, comme toujours. Un geste qui voulait dire « C'est moi qui décide ici ». Favor a haussé le ton. « Je veux parler seule à votre fille. » « Absolument pas », a rétorqué mon père. « On ne la laisse pas à n'importe qui. » Elle a sorti sa carte. « Si vous refusez, j'appelle la police sur le champ. » Les ongles de ma mère se sont plantés dans mon épaule par-dessus la serviette. « On sera juste derrière la porte, ma chérie », a-t-elle dit d'une voix mielleuse, mais tout près de mon oreille, elle m'a soufflé. « N'oublie jamais que c'est nous qui t'avons faite. On peut tout aussi bien te détruire. » Ils ont laissé la porte entrouverte. J'apercevais l'ombre de mon père. « Tu sais lire ce formulaire ?» Favor m'a tendu un papier. Un long silence. « Oui, j'adore lire. » Ai-je fini par chuchoter. « Parce que c'est ce que disent les enfants normaux, non? Et écrire ton prénom, tu y arrives ?» Ma main tremblait tellement sur le stylo. Je savais qu'il commençait par un E ou un A. Les lettres se mélangeaient, comme toujours. « Tout va très bien ici », j'ai répété, plus fort, pour qu'ils puissent l'entendre. Favor s'est penché vers moi. « Je vais demander à tes parents de nous laisser vraiment seuls, cette fois. » À ce moment-là, mon père a déboulé. « Vous n'avez pas ce droit-là. J'en ai le droit, et je vais l'exercer. Sinon, la police tranchera. À vous de voir. » Finalement, ils sont sortis. Favor a refermé la porte entièrement. Le bruit du verrou a résonné comme un soulagement. Mais je les entendais tourner en rond dehors, comme des animaux traqués, prêts à bondir. « Montre-moi où tu dors. » Je l'ai conduite à ma chambre, impeccable, blanche, lumineuse, presque clinique. « C'est joli, mais tu dors vraiment ici ?» J'allais inventer une histoire, mais j'étais trop fatiguée. J'avais la tête en feu à cause du bain, les pieds meurtris par les talons de la veille, tout mon corps en miettes. « Le garage », ai-je avoué en éclatant en sanglots. Elle m'y a suivi. 2 tapis de yoga posés à même le béton, un radiateur hors service, mon bouc calé contre le mur, 100 photos de mon sourire figé. Favor a tout photographié. Je savais que j'en paierais le prix, s'il y avait un après. Un médecin est arrivé dans l'heure. Mes parents, dehors, faisèrent les 100 pas, appelèrent l'agence, menacèrent de porter plainte. L'examen a tout mis à jour. Fracture de fatigue aux 2 pieds à force de marcher en talons depuis 6 ans, sous-nutrition malgré l'image saine vantée au casting, zone chauve sur le crâne, sans espoir de repousse, cheveux brûlés, extension arrachée par colère après une pause ratée. « Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» a demandé le médecin. « Ça fait 3 jours que je tiens avec des glaçons. J'ai bientôt un shooting sur la plage. Je ne ressentais même plus la faim depuis la veille. C'est là que je me suis dit, ça fonctionne. » Favor feuilletait mon book, comparant les débuts et les dernières photos. « Tu as perdu beaucoup de poids. » J'ai opiné. Le 32, ça rapporte mieux que le 34. Tu as des amis? Des jeux? Des passe-temps d'enfants? J'avais des copines à l'agence, avant de décrocher trop de contrats. D'après mes parents, la jalousie, c'est toxique pour le business. Ma voix devenait de plus en plus faible. À chaque vérité, c'est comme si je laissais une dent de plus derrière moi. Favor est allé affronter mes parents, le médecin est resté avec moi. De l'autre côté de la porte, tout s'est emballé. La scène que je redoutais depuis toujours. Elle ne sait pas lire, elle n'est jamais à l'école. Elle est couverte de blessures. Mon père a explosé. Après ce qu'il a fait, Favor n'était plus la même. Je n'ai pas entendu la suite. Seulement ce choc sourd, le bruit de mon père frappant Favor. Un bourdonnement immense dans mon crâne.
comme si je replongeais sous l'eau. Quelqu'un a hurlé. J'ai compris que c'était ma mère. Mais ce n'était pas pour défendre Favor. Elle lui reprochait d'avoir provoqué ça, d'être allé trop loin, de l'avoir poussé à agir ainsi. Le bourdonnement montait, et j'ai vu Favor s'affaisser contre la porte, son corps glisser lentement, comme si elle disparaissait. Une traînée de sang éclatant sur son front, rouge comme les rouges à lèvres qu'on me faisait porter pour les pubs de Noël. J'ai cru que tout ça c'était ma faute, parce que je n'avais pas été assez douée à faire semblant, parce que j'avais montré le garage, parce que j'avais mal répondu. Si seulement j'avais su mieux jouer la comédie, garder mon sourire un peu plus longtemps, dire les choses dans le bon ordre, rien de tout ça ne serait arrivé. Un voisin a dû prévenir la police, parce que soudain ils sont partout. Radio qui grésillent des codes et des lettres incompréhensibles pour moi, mais qui pour eux veulent tout dire. Mon père, allongé sur la pelouse, main menottée derrière le dos, hurle encore ses droits, répète qu'on est une famille honorable et que c'est une erreur gigantesque. Sa chemise blanche est couverte de traces d'herbe, et je me surprends à penser à la colère qui viendra plus tard pour les tâches, pour la facture du pressing. Ma mère, elle, prend sa voix de cliente, celle qui décroche tout, qui séduit les directeurs de casting, et tente d'expliquer aux policiers qu'il s'agit simplement d'un malentendu, pendant que son regard cloué sur le mien me promet de passer l'éternité à laver le carrelage du garage si jamais je parle. Son visage sourit aux policiers, mais ses yeux restent durs et froids tournés vers moi. Ce regard, je le connais aussi bien que mon propre reflet. On emporte Favor sur un brancard, un masque à oxygène plaqué sur le visage, et je vois le sang traverser le pansement autour de sa tête. Une policière s'agenouille près de moi. Je l'entends craquer des genoux, et me demande si je suis blessée, si quelqu'un m'a touchée, si j'ai besoin d'un médecin. Je réponds par ce sourire automatique, celui appris sur les books, censé donner l'image d'une fille gentille, innocente, présentable, persuadée que tout va bien. Tout va merveilleusement bien. Je vais bien. Elle ne se laisse pas avoir, ne me sourit pas en retour. Elle me fixe comme si elle voyait clair à travers la façade. Elle pose une couverture sur mes épaules, même si la nuit est douce. On m'installe dans une voiture de police, mais ce n'est pas moi qu'on accuse, m'explique la policière. On m'emmène juste ailleurs, un endroit en sécurité, le temps d'y voir plus clair. Sauf que je ne sais plus ce que ça veut dire, être en sécurité. Le garage devait être provisoire. Ça a duré 2 ans. Mes parents étaient censés m'aimer. Et cet amour s'est transformé en bain glacé et en dents arrachées. À l'hôpital, la salle d'examen est trop blanche. Les néons me rappellent un shooting raté, bourdonnent au-dessus de ma tête et me brointent le crâne un peu plus. Un médecin doux, geste silencieux, note tout, chaque blessure, chaque hématome, pendant que je compte les dalles au plafond pour ne pas penser au sang de Favor. 26, toutes criblées de petits trous alignés, comme si quelqu'un avait joué du crayon, sagement, des centaines de fois. Le médecin prend des photos, mesure avec des outils qui bipent. Puis j'entends quelqu'un annoncer 32 fractures de fatigue, les 2 pieds, et une dénutrition trop marquée pour qu'on me garde, sauf qu'il faut de la place pour Favor. Sa voix se fait plus basse lorsqu'elle dévoile mon cuir chevelu, écartant les extensions pour montrer les plaques chauves, là où mes cheveux ont fini par lâcher, tellement arrachés que les racines ont renoncé. Elle veut savoir qui m'a fait ça, comme si ce n'était pas évident. Mais la fautive, c'est moi, incapable de tenir les pauses, de rester immobile pendant 12 heures, d'être la petite fille parfaite que les clients attendaient. Le soir même, on me conduit dans un foyer d'urgence qui sent le désinfectant industriel, cette odeur âcre qui pique le nez et fait monter les larmes. Le lit est à ressort, il a un vrai matelas, mais je suis incapable d'y trouver le sommeil sans le froid du sol qui me glaçait la colonne. J'attends, tendue, que le frisson me prenne, que ma mère me glisse au creux de l'oreille. Encore 30 secondes, mais elle ne vient pas, et c'est presque pire. Dans les autres chambres, d'autres enfants pleurent. J'ai envie de leur dire d'arrêter de trembler, de leur conseiller de ne pas pleurer, que ça abîme le visage et réduit les chances de plaire. Mais c'est la voix de ma mère qui parle dans ma tête. Alors je me mords la langue jusqu'à sentir ce goût métallique. La pièce de monnaie des soirs trop longs. Le lendemain, le jour éclate trop fort sans volet pour freiner la lumière et une femme m'apporte des vêtements qui ne portent aucune marque, simplement propres, confortables, normaux. Elle m'annonce que Favor est à l'hôpital, blessé mais stable, et sans réfléchir je demande si c'est une fracture du crâne. Je comprends trop tard que je n'aurais pas dû savoir, que ces conversations glissées sous la porte la nuit dernière n'étaient pas pour mes oreilles, que ce qui s'est passé est peut-être ma faute, parce que je n'ai pas su calmer mon père. Un inspecteur tout en douceur vient s'installer face à moi dans une salle pleine de jouets bien trop enfantins, peluches et cubes en bois, carnets prêts à la main. Il me pose ces questions auxquelles on m'a appris à esquiver. La maison, l'école, la façon dont on me traite. Ma bouche s'apprête à lancer le joli discours parfaitement rodé, mais c'est autre chose qui sort. Je ne sais pas comment répondre. Et c'est peut-être la première vérité que j'avoue depuis des années. Il veut savoir si j'ai peur. J'esquisse mon sourire censé rassurer. Mais il n'y a rien à gagner. Son visage se ferme, et je sens que même les inconnus perçoivent maintenant ce qu'il y a derrière le masque. Un peu plus de moi se fissure. Il y aura une audience au tribunal, sans moi. Mais les adultes n'en parlent qu'en termes de retrait temporaire et d'ordonnance de placement. Des mots qui sonnent comme une façon polie de t'effacer du monde. On me dit que l'avocate de ma mère minimise tout, prétend que je suis une enfant à succès, qu'on ferait mieux de s'extasier sur mes opportunités plutôt que de ressasser le garage, les bains glacés, les dents tombées exprès pour décrocher une publicité. Le juge a tranché. Famille d'accueil en attendant l'enquête.
et je ne sais pas si cela veut dire sécurité ou simplement appartenance à quelqu'un d'autre. Peut-être un garage autrement habillé. Chez Marlena, ça sent le café et le gâteau chaud. Rien à voir avec le garage, ni avec l'odeur chimique de la javel et des produits pour cheveux. Elle me montre une chambre dont la porte ferme de l'intérieur, jamais de l'extérieur, et me tend une grande serviette qui me recouvre enfin tout entière, pas juste le visage. Je reste plantée dans la salle de bain, la serviette serrée contre moi, et pour la première fois depuis les bains glacés, je me mets à pleurer à gros sanglots. Les mêmes qui auraient suffi à ruiner une séance photo et à faire perdre toute la journée. Personne ne m'ordonne d'arrêter. Personne ne menace de reprendre à zéro. Personne ne vient me rappeler que je gaspille du temps qui pourrait être consacré à travailler les pauses. Au petit déjeuner, il y a des œufs brouillés et des tartines. De la vraie nourriture, réconfortante, qui emplit la cuisine d'odeurs familières, et mon ventre se noue si violemment que je dois presque me plier en deux, faute d'avoir avalé autre chose que des glaçons depuis 3 jours, à me préparer pour un shooting sur la plage qui n'aura jamais lieu. Marlena ne fait aucune remarque, elle ne me pousse pas à manger, ne me menace pas de m'envoyer au garage. Elle emballe les œufs dans du papier alu et me dit qu'ils m'attendent. Je les avale froids, 1 heure plus tard, à toute petite bouchée, mon corps peinant à digérer, mon estomac perdu devant la vraie nourriture après tant de jours à jeun. Elle me rassure doucement. Je peux prendre mon temps, et j'ai du mal à la croire, parce que jusqu'ici, prendre son temps, ça n'a jamais été autorisé. Prendre son temps voulait dire tout recommencer, voulait dire le sol glacé du garage, la ceinture de mon père, le regard déçu de ma mère, perdre mes chances au profit de filles plus endurantes. Le matin suivant, je me réveille en frissonnant alors qu'il ne fait pas froid, comme si mon corps cherchait encore le béton sous les tapis de yoga plutôt que ce matelas moelleux. Marlena prépare des crêpes et je n'arrive à en manger que 3 bouchées avant d'avoir l'estomac noué, trop surpris par le goût de la vraie nourriture après des jours de disette. Elle emballe le reste sans un mot et je l'observe, m'attendant à tout instant à ce qu'elle se lasse de me voir ainsi, en morceaux. Le 2e jour, elle descend au garage pour y récupérer des cartons de décoration et je reste figée sur le seuil, tout mon corps tendu comme si la cassette s'était arrêtée. Ma respiration se bloque, l'odeur du béton, celle de la laque à cheveux et ce froid tenace qui ne m'a jamais quittée, ni même avec le radiateur à fond, me reviennent en pleine figure. Marlena se retourne et son visage se transforme, ni fâchée ni lasse, mais juste pleine de compréhension. Elle pose les cartons par terre avant de finalement les reprendre pour les monter, passant près de moi sans rien dire vers l'échelle du grenier. Elle ne me demande pas ce qui ne va pas, ne m'oblige pas à mettre des mots, ne me reproche pas de compliquer les choses. Elle se contente d'attraper les boîtes et de grimper à l'échelle pendant que je reste là, à repenser à ce que ça veut dire, se sentir en sécurité. Ce moment où quelqu'un ajuste son univers au contour de tes fêlures, sans jamais exiger d'excuses. Plus tard dans la journée, une personne vient récupérer mon téléphone, celui qu'on surveillait au moindre geste, celui que mes parents m'avaient imposé. Je le tends, et soudain, je ne peux plus vérifier les commentaires sur ma fiche de mannequin, ni scroller l'Instagram de mon agence, ni lire les critiques des clients qui disaient si ça valait le coup de me garder. Le silence pèse. Il ressemble à un échec, comme si je disparaissais, privée de preuves permanentes que je suis bankable. Je me surprends à me regarder longuement dans le miroir de la salle de bain cet après-midi-là, la tête penchée pour dénicher mon meilleur profil, le ventre rentré, même si plus personne ne m'observe. Marlena passe devant la porte, fait demi-tour et s'appuie au chambranle. Elle me propose, presque sur la pointe des pieds, que je pourrais peut-être simplement me regarder, sans avoir à jouer de rôle pour mon reflet. On dirait une suggestion, pas un reproche. Mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas regarder mon image sans jauger sa valeur, sans analyser si mon sourire est assez symétrique, si ma peau est assez nette pour décrocher un contrat. Je détourne les yeux, elle ne m'en veut pas, elle pose une main rapide sur mon épaule avant de s'éloigner. Le lendemain, de nouveaux vêtements arrivent, livrés dans des sacs sans logo. Marlena les déplie un à un, pas de taille visible, pas de marque, juste des matières douces, des couleurs inconnues pour moi, parce qu'on privilégiait les pastels en photo, jamais les teintes franches. J'attrape un pull bleu marine et, presque malgré moi, je me regarde dans le miroir, essayant de voir si j'ai l'air vendable dedans. Immédiatement, mon cerveau fait le calcul, pesant la question, cette couleur me rend-elle bookable ou invisible? Marlena me demande à quoi je pense, et la vérité sort toute seule, sans filtre. Je ne sais même pas si je suis jolie sans les bons habits. Son visage change, et cette tristesse qui l'envahit est pire qu'un reproche. Elle ne me juge pas, elle a de la peine pour moi, et c'est autrement plus douloureux. L'inscription à l'école se fait un jeudi. Il y a une case vide pour mon nom. Je reste à fixer la ligne, le stylo tremblant, incapable de savoir si ça commence par un E, un A ou autre chose. Les lettres tournent, dansent, m'échappent comme une blague cruelle. L'assistante sociale, témoin de mon hésitation, a ce regard grave des adultes quand ils comprennent l'ampleur du désastre. Je marmonne que j'aime lire, comme les enfants, normaux. Mais on sait toutes les deux que c'est faux. Elle prend délicatement le stylo et me demande de lui dire mon prénom à voix haute, puis l'inscrit à ma place. Je regarde les lettres se tracer, j'essaie de les graver dans ma mémoire, mais elles s'effacent déjà. Le lendemain, j'ai mon premier rendez-vous avec Cal, le thérapeute, qui a des yeux pleins de bienveillance et un bureau qui sent le café, pas la laque.
Mais il y a un anneau lumineux dans un coin, et dès que je l'aperçois, tout se bloque. L'air manque, d'un coup, comme si j'avais de nouveau 7 ans sous les projecteurs brûlants pendant qu'on me forçait à lever le menton. Cal remarque mon regard, demande s'il doit l'enlever, et je n'arrive pas à répondre parce qu'on ne m'a jamais demandé ce que je voulais dans une pièce éclairée. On n'a jamais jugé important que je sois à l'aise. Il débranche quand même la lumière, la range dans le placard sans attendre ma réponse. Quelque chose se détend. Je respire à nouveau, et je m'installe sur la chaise qu'il propose. Le soir, je m'allonge dans la chambre d'amis de Marlena, ma chambre désormais, comme elle s'obstine à le dire, comme si j'avais le droit d'appartenir à un lieu. Je repense à ce chuchotement glacial de ma mère ce fameux jour. Nous t'avons créé, nous pouvons te détruire. Je repense à toutes les menaces d'effacement qu'ils ont fait peser sur moi au fil des années. Les dents de lait arrachées trop tôt, qui m'ont laissé un sourire désordonné. Les bains glacés censés éclaircir ma peau. Le béton du garage pour me punir si je bougeais lors des séances de pause. La nourriture supprimée dès que je n'entrais plus dans les tailles imposées. Les extensions arrachées dans un accès de rage quand mes cheveux ne passaient pas bien à l'image. Ils m'ont transformée en marchandise, et j'ai vraiment cru qu'ils seraient capables de me faire disparaître si je cessais d'être rentable. Pourtant, ce soir, allongée dans une chambre dont j'ai la clé à l'intérieur, et la lumière allumée parce que je l'ai demandé, je commence à me dire qu'ils se sont peut-être trompés sur ma solidité. Je prends une décision minuscule mais essentielle. À chaque entretien officiel, je répondrai honnêtement à une seule question, pas plus. Terminer le jeu de la perfection pour rassurer les adultes bienveillants. C'est une règle minuscule, une mini-révolution. Mais j'ai l'impression, enfin, de récupérer un bout de moi-même. Le lendemain matin, lorsque Marlena me demande comment j'ai dormi, je lui dis « Mal, je n'ai pas arrêté de me réveiller à cause du froid. » Au lieu du classique « Très bien, merci ». Je vois son visage s'ouvrir à la compréhension et non à la déception. Et je comprends que dire la vérité n'entraîne pas forcément une punition. Mon vrai premier jour d'école me terrifie d'une façon que les shootings ne m'avaient jamais inspiré. Ici, pas de script, pas de consignes, personne pour me dire où me placer ni comment sourire. On me met 2 classes en dessous à cause de la lecture, et je m'installe près de la porte, les yeux vissés sur la sortie de peur qu'elle disparaisse si je cligne des yeux. Les autres élèves me fixent, et par réflexe, je retrouve mes angles. Je positionne mon corps comme pour une photo. Une fille vient me proposer de partager ses crayons pour l'atelier dessin. Je reste muette, déconcertée par ce geste gratuit, si simple, qu'on ne m'a jamais adressé sans arrière-pensée. Je prends un crayon rouge, hésitante, comme s'il risquait d'exploser dans ma main. La visite surveillée a lieu la semaine d'après, dans une salle familiale truffée de caméras, une assistante sociale tapie dans un coin, carnet à la main. Ma mère arrive, vêtue d'une veste de créateur qu'on réserve d'habitude aux séances photos, du cuir qui vaudrait plus d'1 mois de salaire pour bien des gens. Elle insiste pour que je l'enfile, me répète que c'est pour « quand tu rentreras », pour la prochaine prestation, comme si tout ça n'était qu'une pause. Mes mains tremblent. Je laisse la veste sur la chaise entre nous. L'assistante sociale note quelque chose, et le sourire de ma mère se fait mordant, le même que celui qui annonçait le garage autrefois. Je sais que je paierai ce refus d'une façon ou d'une autre, mais pour l'instant, mon prix, c'est de me choisir moi, pas d'être le bon produit. Elle me parle de l'école, je lui réponds que c'est difficile, que j'apprends à lire, et elle grimace, comme si c'était une honte. Il y a une audience au tribunal à laquelle je n'assiste pas, mais Grégory me fera un compte-rendu. Le juge, Stephen Rainey, inscrit mes blessures dans le dossier, les détails, calme et méthodique. Des fractures de fatigue aux pieds après des années sur des talons, la malnutrition malgré les discours sur l'hygiène de vie, l'abandon scolaire tellement complet que je ne sais même pas lire ou écrire mon nom, mon cuir chevelu abîmé à force d'extension et de décoloration, et ce qu'il appelle un conditionnement psychologique sévère. L'avocat de mes parents parle d'un excès de zèle, adapté à un milieu compétitif, comme s'il existait une dose de zèle acceptable incluant bain glacé, nuit sur le béton et dents arrachées. Le juge décide que je resterai en famille d'accueil, et ma mère sort du tribunal en pleurant pour des caméras absentes, feignant la douleur devant un public imaginaire. Le post Facebook de ma mère apparaît 3 jours plus tard. Je tombe dessus parce qu'une fille du lycée me le montre à la pause. Une immense légende sur l'État qui outrepasse ses droits, les familles aimantes détruites par l'envie des étrangers. Toutes les anciennes photos de mannequins défilent, des dizaines et dizaines. Moi dans des tenues de créateur, brushing impeccable, ce sourire figé de catalogue. Les commentaires s'enflamment en quelques heures. Des inconnus débattent pour savoir si j'ai l'air fine ou maltraitée, si mes parents sont des héros ou des bourreaux, si la protection de l'enfance détruit les familles ou sauve les enfants. Quelqu'un partage la publication sur un groupe de mamans blogueuses et en un instant, tout explose. Soudain, des tas de gens s'imaginent avoir leurs mots à dire sur mon corps, mon visage, ma vie. Au lycée, les chuchotements m'accompagnent partout. J'entends « c'est elle ». J'ai vu le post. Ma mère a dit « j'ai envie de disparaître, de me replier sur moi-même jusqu'à n'être plus rien, de retourner dans le garage où au moins les règles étaient nettes et où je savais comment tenir bon. » Mes mains tremblent jusqu'à la fin du déjeuner. Impossible de les calmer. Dès la sonnerie, je file dans ma chambre. Je me tasse dans un coin, comme je le faisais petite quand ma mère se mettait en colère. Marlena finit par me trouver là, 20 minutes plus tard. Elle ne pose pas de questions, ne cherche pas à apaiser les choses avec des mots. Elle s'assoit simplement à côté de moi, au sol, et elle respire, lentement,
inspire, expire, encore et encore, jusqu'à ce que je me calque sur son souffle. On reste comme ça de longues minutes. Peu à peu, la panique redescend, comme l'eau qui s'écoule d'une baignoire, et mon corps reprend le réflexe de respirer normalement. Le communiqué officiel du photographe tombe une semaine plus tard, c'est le policier qui me le transmet, et Grégory m'en parlera lors d'une réunion. Le photographe a remis des clichés pris en coulisses, des photos dont j'ignorais l'existence. On y voit les bleus sous mon maquillage, mes cheveux qui tombent à point entre deux prises. Impossible de retrouver son nom. Il y a eu tellement de shootings, tant d'adultes chargés de disposer mon corps, d'ajuster mon visage ou mes mains, de me demander d'être naturel. Ce photographe n'était qu'un adulte de plus dans une pièce pleine d'adultes qui me voyaient comme un produit. Mais lui a vu autre chose. Il a vu assez pour tout remettre à la protection de l'enfance, pour apporter son témoignage, afin que ces images soient présentées au tribunal. Face à tout cela, je ne sais pas vraiment comment avancer. J'ai longtemps pensé que tout le monde autour de moi profitait de mes souffrances, que chaque adulte, complice dans chaque pièce, tenait à ce que je reste présentable et silencieuse. Cette idée vient tout embrouiller dans ma tête. Lors de la séance suivante, Cal me dit que cette confusion, au fond, c'est déjà une étape, que c'est un signe de progrès de réaliser que le monde n'est pas aussi simple que je le croyais. Pourtant, j'ai le sentiment de perdre le seul repère qui m'aidait à avancer. Si certains adultes m'ont fait du bien et d'autres du mal, comment faire la différence ? Comment faire confiance quand les règles changent sans cesse ? Cal ne me propose pas de solution magique. Il reste avec moi dans ce flou et me répète que ce n'est pas grave, que le doute fait aussi partie du chemin. Chez Marlena, il existe une règle à propos de la porte de la salle de bain. Interdit de la verrouiller plus de 5 minutes, une consigne imposée par le protocole des familles d'accueil. J'y pense à peine jusqu'au jour où elle frappe pour la première fois pendant que je suis sous la douche. D'un coup, je ne suis plus dans la salle de bain, mais ramenée dans ce garage où je devais me laisser inspecter par des clients, redevenant une marchandise, privée de droit, incapable de reprendre mon souffle. Je glisse au sol sous la douche, l'eau continuant de couler, et Marlena, qui a tout de suite compris ma panique, entrebâille la porte et me demande si je vais bien, sans insister, sans poser de gestes brusques. Elle s'assied de l'autre côté de la porte, parle calmement, me propose de changer la règle, d'inventer, si je le souhaite, une nouvelle façon de me sentir en sécurité, sans avoir l'impression d'être constamment surveillée. Elle me dit que les règles sont censées s'adapter au vécu de chacun, pas l'inverse. Nous restons ainsi jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Puis, un peu plus tard, on décide ensemble d'une nouvelle règle. Je peux garder la porte fermée à clé aussi longtemps que je veux, à condition de répondre quand elle frappe, juste un mot pour la rassurer. C'est un changement minuscule en apparence, mais pour moi, ça change tout. Je découvre qu'on peut être en sécurité sans mettre de côté son intimité, qu'on peut respecter les limites de l'autre, tant que quelqu'un s'en soucie vraiment. Les cauchemars commencent vers la 3e semaine, toujours les mêmes. Je sens l'odeur de colle, l'acétone qui saturait l'air avant chaque séance photo, mes cheveux tirés jusqu'aux larmes par les mains de ma mère qui murmurait « encore 30 secondes », pendant que la douleur me faisait saigner du cuir chevelu. J'ai de nouveau 7 ans, puis 10, puis tous les âges où ses doigts étaient dans mes cheveux. Je me réveille suffocante, les mains sur la tête comme pour arracher des extensions imaginaires. Marlena accourt aussitôt, armée d'une boîte pleine de petits objets que Cal nous a donnés. Flacons de senteur, textures à toucher, breloques qui peuvent sembler insignifiantes mais fonctionnent étonnamment bien. Elle m'apprend à respirer avec la lavande, à compter les fissures au plafond. 1, 2, inspire, expire, 3, jusqu'à en trouver 19. Elle me montre comment enfoncer le pouce dans une pierre rugueuse, sentir sous ma peau le contact du minéral. Le cauchemar finit par lâcher prise, je retrouve mon calme, et Marlena reste près de moi jusqu'à ce que je me rendorme. Les mauvais rêves reviennent, mais j'arrive de mieux en mieux à utiliser ces outils. Je découvre qu'être réveillée, ce n'est pas seulement survivre. On peut sortir du passé, plutôt que d'y sombrer encore. Certaines nuits, je sens toujours l'acétone, mais l'odeur de lavande finit par prendre le dessus. Il y a aussi Camille, une spécialiste qui vient faire passer des tests, habituée des enfants comme moi, ceux que le système a laissés de côté. Assise en face de moi avec sa pile de papier, elle me demande de lire, mais les lettres se brouillent, dansent, s'inversent, les B deviennent des D, les P des Q, les mots ne veulent rien dire. Au bout d'une heure, elle me sort des termes techniques qui m'échappent. Trouble sévère, décrochage total. Mais elle me rassure, ce n'est pas que mon cerveau est en panne, il fonctionne juste autrement. Si les lettres bougent autant, c'est à cause de la dyslexie, et pas parce que je serais stupide comme je l'ai toujours cru. Elle me montre des astuces, cache coloré pour stabiliser les lettres, police adaptée, méthode pour découper les mots. Je ressens à la fois le soulagement et la tristesse. Toutes ces années à me croire idiote. Toutes ces fois où j'ai échoué à lire un script ou une feuille d'appel et que mes parents s'énervaient. En fait, ce n'était pas moi le problème, mais eux qui ne m'ont rien appris, n'ont rien fait pour m'aider, se fichant bien que je sache lire tant que je savais poser devant l'appareil. Camille m'explique qu'il tenait à me maintenir dépendante pour que je ne comprenne rien au contrat,
ni à l'argent. Ils ont entretenu mon ignorance exprès pour mieux cacher ce qu'ils faisaient. La colère me gagne après. Ils m'ont volé mon éducation et je leur en veux. Tout comme je m'en veux d'avoir cru que je ne valais rien et à tous les adultes qui m'ont laissé me débrouiller seule. Un autre spécialiste me pose un diagnostic sans détour. Plus jamais de talons. C'est non négociable. Il me dote de ces horribles bottes médicales appelées bottes CAM, encombrantes et sans charme, à 1000 lieues des chaussures élégantes de mes séances photos. Je les observe sur la table d'examen. Ces talons représentaient tout, me faisaient paraître adulte, professionnelle, digne d'attention. Ces bottes, elles, me renvoient à ce que je suis vraiment. Une gamine blessée au pied. Le médecin insiste. Ces bottes, c'est pour que je puisse marcher sans douleur, peut-être courir, sauter, faire ce qu'un enfant fait normalement. Et là, je réalise que je n'ai jamais couru que pour rejoindre une caméra, jamais sauté sauf quand on me le demandait pour une photo, jamais utilisé mon corps pour mon propre plaisir. Ces bottes semblent m'enlever la dernière parcelle de la valeur qu'on m'avait apprise. Mais au fond, c'est peut-être ça, être libre. Avancer sans souffrir compte finalement bien plus que de donner une image parfaite. Parfois, il vaut mieux courir dans l'inconnu que de se figer sans arrêt. Je sors du cabinet du médecin toujours avec mes bottes, lourdes et encombrantes. Marlena me demande ce que ça fait, et je lui réponds franchement, c'est comme laisser tomber, et recommencer en même temps. Face à moi, dans son bureau, Gregory Payne m'explique quelque chose que je n'avais jamais entendu de ma vie. J'ai le droit de dire non, pas seulement pour les grandes décisions, mais pour tout. Aux questions des avocats, aux requêtes des travailleurs sociaux, à tous ceux qui veulent savoir ce que je ne suis pas prête à dire. Juste ce mot, non, ça suffit. La première fois, ma voix tremble, on dirait presque une question. Il me fait recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel, presque 17 fois d'affilée. Et à force, ce mot ne ressemble plus à une faute. C'est devenu une sorte de clé, un outil auquel j'ai enfin droit. Au 17e nom, c'est tout mon corps qui le prononce. Grégory sourit comme si j'avais réalisé un exploit. Il m'explique que c'est ça, connaître ses droits, avoir la possibilité de poser des limites que, cette fois, les adultes respecteront. Pouvoir me protéger sans devoir m'en excuser. Je repense à chaque fois où j'aurais voulu dire non, au bain gelé, au talon, au garage, à toutes ces séances photos. Je ne savais même pas que j'en avais le droit. Maintenant, Grégory me le confirme. J'ai ce pouvoir. En s'entraînant ensemble, il me promet que ce sera plus simple quand il faudra vraiment le dire. Le reste de la séance, je m'exerce à décliner de 1000 façons. Non merci. Non, je ne suis pas prête. Non, j'en ai pas envie. Ou juste, non. À chaque version, j'ai l'impression de renouer avec une part oubliée de moi-même. Un jour, Marlena reçoit un message vocal de l'agence de mannequins. Elle le met sur haut-parleur pour moi. Ils veulent me revaloriser, retravailler mon image, parlent de l'histoire de la survivante et de campagne sur la résilience et le dépassement de soi. Des mots comme inspirante, forte, sont prononcés. Ils parlent aussi de tout l'argent que génère le marché de la reconstruction après un traumatisme. Je n'écoute pas plus de 30 secondes avant d'effacer le message. Marlena ne m'arrête pas. Plus tard, Cal me dit que c'est un vrai progrès d'avoir supprimé ce message. Mais pour moi, ça ressemble à refermer une porte que j'ai mis toute ma vie à maintenir ouverte. On m'a toujours appris que ma valeur venait de ma capacité à être vendue. C'est ce que mes parents m'ont inculqué. Chaque contrat, chaque client, chaque chèque n'était qu'une confirmation. Aujourd'hui, je prends la décision consciente de ne plus être un objet mis en vitrine. Je choisis de garder mes blessures pour moi, plutôt que de les exposer comme un spectacle. Mais je me rends compte que je n'ai même pas de carte d'identité pour me définir autrement. Je ne sais plus ce que je vaux si je ne rapporte rien. Cal me dit « Tu as de la valeur, simplement parce que tu existes. » Mais ça, j'ai encore du mal à le croire. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Pour l'instant, je veux juste en finir avec ce rôle. Cesser d'être un produit dont des inconnus se repaissent pour trouver l'inspiration. L'agence n'aura qu'à se tourner vers un autre enfant. Moi, j'essaie d'apprendre, tout simplement, à être une enfant. Quelques jours plus tard, c'est Grégory qui m'apprend que Favor est sortie de l'hôpital, mais qu'elle doit désormais marcher avec une canne, à cause de troubles de l'équilibre. Peut-être pour toujours. Une vague de culpabilité me submerge, au point d'en avoir le souffle coupé, la poitrine serrée, la vue troublée. Je finis par m'asseoir par terre, dans le bureau de Grégory. Mon père a fait du mal à Favor en voulant me protéger. Aujourd'hui, elle est marquée à vie parce que je n'ai pas réussi à faire semblant que tout allait bien. Si elle doit s'appuyer sur une canne pour marcher, c'est parce que, moi, j'ai existé à contre-courant. Grégory me guide à travers cette crise d'angoisse, m'explique que la violence de mon père n'est que de sa responsabilité, pas de la mienne. Il me dit que Favor savait à quoi elle s'exposait et qu'elle a choisi, malgré tout, de m'aider. Je l'entends me répéter que ce n'est pas de ma faute, mais la culpabilité s'accroche à moi comme du ciment. Ça pèse, c'est lourd, ça ne bouge pas, même si je sais au fond que c'est injuste de me blâmer. Cal consacre toute notre prochaine séance à y revenir. Il répète en boucle, inlassablement, c'est ton père qui lui a fait du mal, pas toi. C'est sa violence à lui, pas la tienne. C'est sa décision, pas ta responsabilité. Les mots entrent, mais ils n'atteignent pas l'endroit où loge cette culpabilité. Elle reste ancrée tout au fond, là où rien ne peut l'atteindre. Je la traîne partout. À chaque fois que je marche sans canne, je pense à Favor. À chaque mouvement sans douleur, je me rappelle ce qu'elle a perdu. Savoir que c'est injuste ne suffit pas à la faire disparaître. Elle reste là,
têtue, me rappelant sans arrêt que quelqu'un d'autre a payé le prix de ma liberté. 2 semaines passent, et Marlena découvre dans sa boîte aux lettres une note glissée anonymement. Un seul mot, tapé en grandes lettres, défaire. Aussitôt, elle appelle la police. Des agents viennent, mettent la note sous scellé, relèvent les empreintes, photographient chaque détail. Je reste plantée sur le pas de la porte avec ce goût métallique dans la bouche, le même qu'après qu'on m'a arraché toutes mes dents de lait exprès pour une campagne qui réclamait un sourire édenté. Un goût de pièces de monnaie, de sang, de trouille. Dans ma tête, j'entends ma mère murmurer « On t'a créé, on peut te défaire ». Quand la police a fini, Marlena fait le tour de la maison, elle vérifie tous les verrous. Je la suis, la regarde fermer le garage avec un cadenas à l'extérieur. Elle veut me protéger, mais ce garage ainsi verrouillé me ramène instantanément à cet endroit, coincé à dormir sur le béton, sans aucune issue. Je commence à respirer bizarrement. Marlena s'en rend compte tout de suite. Elle s'arrête, me regarde, me voit vraiment. Elle rentre le cadenas à l'intérieur, me montre comment l'ouvrir depuis chez nous, m'expliquant qu'une protection ne doit jamais ressembler à une prison, qu'il y a une différence fondamentale. Je serre la clé dans la main. Elle est glacée, minuscule. Le garage est fermé, mais cette fois, j'ai le pouvoir de le déverrouiller quand je veux. Je suis à l'abri, sans être prisonnière. Protégée sans enfermer, ça paraît peu, et pourtant, ça change tout. Cette nuit-là, je dors la clé sous l'oreiller, fermement serrée dans la main, preuve que désormais, j'ai le droit d'ouvrir les portes, au lieu d'être enfermée derrière elle. 3 jours plus tard, Grégory apporte à Marlena une grosse enveloppe remplie des papiers scolaires. Il étale les papiers sur la table de la cuisine pendant que je reste debout dans l'embrasure de la porte, à l'observer trier les documents. Il n'y a nulle part la moindre trace d'un dossier à mon nom dans les fichiers scolaires depuis 4 ans. Pas d'inscription, pas de présence signée, pas de relevé de notes, absolument rien qui prouve que j'ai été élève, ou que ce soit. Ma mère, elle, a transmis ses propres justificatifs au tribunal. Des cahiers d'instruction à domicile, remplis d'une écriture parfaitement soignée, où chaque journée, chaque leçon de maths, de lecture, de sciences est consignée avec une précision maniaque. Je me penche par-dessus l'épaule de Grégory pour examiner les feuilles de présence. Mon estomac se serre. Ma signature apparaît en bas de chaque page. De jolies boucles régulières. Mais je sais bien que ce n'est pas mon écriture. On voit nettement sur les premières pages, où elle s'entraînait à imiter ma signature, il y a de petites variations. Ça hésite un peu, puis peu à peu, elle maîtrise. Elle signait mon nom mieux que je n'ai jamais su le faire moi-même. Grégory me montre les plans de cours, les emplois du temps inventés de toutes pièces, tout prêt à l'examen, dans la main appliquée de ma mère. Tout ce qu'il faut pour donner le change, soigneusement rangé dans des pochettes cartonnées. Empêcher que j'apprenne à lire, ce n'était pas une négligence. C'était organisé, méthodique. Ils voulaient que je dépende d'eux pour tout. Ils avaient besoin que je sois incapable de lire un contrat, de vérifier un relevé, ou même de remettre en cause quoi que ce soit sur mes réservations, sur l'argent, sur la valeur qu'ils prétendèrent que j'avais. Ces faux documents me mettent davantage mal à l'aise que les bains glacés. Ceux-là, c'était des châtiments pour ne pas être à la hauteur. Mais ça, c'était prémédité. Depuis des années, ils avaient calculé que mon ignorance leur servirait mieux que mon éducation. Vient le moment de l'évaluation psychologique, celle que le tribunal a exigée. On me reçoit dans un bureau, décoré de diplômes, la psychologue assise de l'autre côté du bureau. Elle a un regard doux, une voix apaisante, mais ses questions me font l'effet de pièges tendus. Tu peux lire ce paragraphe? Tu peux écrire ton nom complet et ton adresse? Tu es en quelle classe? Quand as-tu été scolarisé normalement la dernière fois? Je me tiens à ma règle. Une vérité par entretien. Alors j'avoue que je ne sais pas répondre à ce qu'on attend d'un enfant de 10 ans. La honte me brûle la poitrine. Mais je me force. Parce que Grégory assure que la franchise va me servir, même si c'est humiliant. Elle me propose un problème de maths. Je fixe les chiffres sans rien comprendre jusqu'à les voir se brouiller sous mes yeux. Elle me fait épeler des mots simples et je n'en réussis que 3 sur 10. Elle me tend un livre de CE1. En 5 minutes, je n'arrive pas à finir une seule phrase. Elle note méticuleusement tous mes échecs. L'évaluation dure 2 heures. À la fin, j'ai l'impression qu'on m'a mis à nu, que toutes mes faiblesses ont été passées au crible et consignées noir sur blanc. Une semaine après arrive le rapport, et Grégory m'en lit des passages. On y parle de traumatisme institutionnel, de privation systématique, de carences éducatives graves. J'ai l'impression de lire le diagnostic d'un cas d'école, pas qu'on parle de moi. Grégory me dit que ce vocabulaire va aider à établir la responsabilité de mes parents au tribunal, mais moi, je me sens simplement mise à découvert, comme si le monde entier allait voir à quel point je suis brisée et incapable. Il insiste pour dire que ce n'est pas la preuve de mon échec, mais bien de l'injustice subie. Pourtant, la honte est là, bien réelle. Puis l'avocat de l'agence de mannequins envoie une lettre au cabinet de Grégory, accusant le rapport de faveur d'avoir nui à leur réputation et fait fuir des clients importants. Il menace d'une procédure pour diffamation et exige le retrait immédiat de toutes les déclarations transmises à la protection de l'enfance et aux médias. Grégory me préserve du jargon juridique, mais il m'explique que tout cela n'est qu'un moyen de nous faire peur, de nous faire croire que dénoncer coûtera trop cher. Je ressens alors une bouffée d'attachement pour Favor qui me surprend.
Cette femme s'est retrouvée avec une fracture du crâne simplement parce qu'elle a refusé de garder le silence. Elle marche aujourd'hui avec une canne, parce qu'elle a tenu tête jusqu'au bout, malgré l'ordre de mes parents de ne plus s'en mêler. Je demande à Grégory si je peux lui écrire une lettre. Il répond sans hésiter, bien sûr. Il s'assoit à son bureau à côté de moi et m'aide à dicter, parce que je n'arrive pas encore à écrire ce que je voudrais lui dire. Je lui dis merci de ne pas m'avoir lâché. Je lui dis que je suis désolée pour ce que mon père lui a fait subir. Je lui dis aussi que j'apprends à lire et qu'un jour peut-être, je pourrai lui écrire sans l'aide de personne. Grégory tape tout ce que je lui souffle. On imprime la lettre sur un beau papier, puis on l'envoie à l'hôpital où Favor suit sa rééducation. Quand je tiens l'enveloppe, ça me paraît important, comme la preuve que je peux dire merci, même si mes mains ne savent pas encore former les mots. Marlena m'emmène au centre commercial le samedi suivant. Il me faut des chaussures neuves, maintenant que mes pieds vont mieux. On déambule sous les lumières vives, devant les vitrines, devant les mannequins. Tout va bien jusqu'à ce qu'on passe devant une boutique où des projecteurs sont braqués à la manière des shootings photos. Une lumière blanche, violente, qui efface tout, donne du brillant partout, rend les choses lisses, propres, parfaites et glaciales. Ma respiration s'arrête soudain, et c'est comme si j'avais de nouveau 7 ans, plongée dans un bain gelé, les lèvres violettes. 8 ans, debout sur des talons qui me font mal. 9 ans, à garder une pause jusqu'à faire trembler mes muscles. Toutes ces années à devoir jouer un rôle, sous la lumière crue des projecteurs, me reviennent d'un coup et je n'arrive plus à respirer. Tout se brouille autour de moi. Les bruits du centre commercial deviennent étouffés, monotones. Marlena voit tout de suite que ça ne va pas. Elle s'accroupit à côté de moi, là, en plein milieu du centre. Elle ne me demande pas ce que j'ai, elle ne me dit pas de me calmer. Elle commence à compter, tout simplement, les dalles par terre avec moi. 1 dalle, 2 dalles, respire, 3 dalles. Sa voix reste posée, calme. Elle compte lentement pour que je puisse suivre. 4 dalles, 5 dalles, respire, 6 dalles. Les gens nous contournent, certains nous dévisagent, mais Marlena n'y prête aucune attention. Elle reste accroupie avec moi à compter, jusqu'à ce que mon souffle se régularise, jusqu'à ce que j'y vois à nouveau clair. 7 dalles, 8 dalles, respire, 9 dalles. Quand je retrouve enfin la parole, je murmure « Pardon », et elle répond qu'il n'y a aucune raison de s'excuser. On s'installe sur un banc, on y reste 20 minutes, le temps que je reprenne pied. Elle ne me presse pas, elle ne semble pas gêner le moins du monde. La panique qui me submerge parfois en public ne signifie pas forcément que je ressente de la honte en privé, tant qu'il y a quelqu'un prêt à porter ça avec moi. Mon rendez-vous chez la dermatologue tombe un mardi après-midi. Elle doit photographier les lésions sur mon cuir chevelu pour compléter les dossiers médicaux destinés au tribunal. Je m'installe sur la chaise d'examen. Elle écarte mes cheveux avec des pinces, puis prend les clichés à l'aide d'un appareil spécialisé. À chaque bruit du déclencheur, je tressaille. Mon cœur s'emballe sous le flash. Mais elle m'explique que ces photos, c'est pour moi qu'elle les fait, pour prouver, pas pour exposer, pour aider à guérir, non pas à vendre quoi que ce soit. Elle me montre à l'écran les follicules infectés, rouges, gonflés à force que les extensions aient trop tiré trop longtemps. Elle m'indique les cicatrices définitives, ces zones pâles où rien ne repoussera malgré tous les traitements du monde. Elle évoque une alopécie de traction liée à l'usage répété d'extensions et note tout ça dans mon dossier, en jargon médical, avec ses abréviations. Pour la première fois, mon corps n'est plus une chose à vendre, mais devient véritablement un sujet médical. Je ne suis plus un produit, je deviens patiente. Elle me prescrit des traitements pour les zones infectées, recommande un spécialiste pour les dégâts irréversibles et prend soin de mon cuir chevelu, comme s'il comptait pour ce que je suis, pas seulement pour ce qu'il donne à voir. Je me mets à pleurer de soulagement, de me voir enfin traitée comme quelqu'un qu'on soigne, pas juste comme un visage mis en lumière. La dermatologue me tend des mouchoirs sans faire remarquer que les larmes abîment mon maquillage. Le lendemain, un enfant du quartier frappe à la porte de Marlena et me demande « Tu veux venir dessiner à la craie sur l'allée ?» Je reste interdite sur le seuil, désemparée, car je n'ai jamais vraiment appris à jouer. J'ignore ce que font les enfants quand il n'y a ni appareil photo, ni client, ni adulte pour diriger la scène. Sans attendre ma réponse, l'enfant ouvre son seau de craie de toutes les couleurs et se met à dessiner sur le béton. Un dinosaure maladroit prend forme sous mes yeux, alors que j'observe depuis le perron. Il lève la tête vers moi. « Tu viens ?» Je descends lentement, un peu gauche. Par réflexe, je me mets à poser, à chercher la lumière, mon meilleur profil, alors qu'il n'y a ni caméra ni objectif. L'enfant m'observe d'un air intrigué, puis retourne simplement à ses dessins. Je m'assois sur le bitume tiède, attrape une craie et me mets à dessiner mes bottes médicales, celles qui maintiennent mes pieds pour les aider à guérir. Je les fais mauves, même si en vrai elles sont grises, et j'y ajoute des étoiles, juste parce que ça me plaît. L'enfant me regarde et lance « Elles sont trop cool tes bottes !» Comme si c'était vrai, comme si mon dessin avait de la valeur simplement parce qu'il vient de moi. C'est la toute première fois que je crée quelque chose non pas pour être montré ou vendu, mais juste pour moi. Mon premier dessin rien qu'à moi, sans pression de plaire, de rendre parfait, ou d'être utile à qui que ce soit. 2 semaines passent, puis arrive l'audience pour mon placement, dans le même tribunal où j'ai déjà connu tant de comparutions. On discute d'un possible déménagement s'il y a encore trop de risques, alors je sens tout mon corps prêt à rejouer la perfection. Être docile, polie, reconnaissante, impeccable.
Tout pour qu'on accepte de me garder. Sourire comme il faut, dire ce qu'il faut, prouver que je mérite cette attention. Mais les conseils de Grégory me reviennent. L'importance de savoir dire non. Les leçons de Cal sur l'authenticité aussi. Quand le juge me demande si j'ai quelque chose à ajouter, je me lance avant de reculer. J'avoue qu'il me faut garder la lampe de chevet allumée la nuit. Une demande qui paraît dérisoire, mais qui, à l'exprimer, devient immense. Rien qu'à la formuler, j'ai peur de passer pour exigeante, difficile, capricieuse. Mais le juge l'inscrit dans son carnet comme une chose importante. Marlena me serre la main sous la table. Le tribunal accepte que la lumière reste allumée et valide mon maintien dans la famille. Et j'apprends alors que dire ses besoins ne mène pas toujours à une sanction. Parfois, il en résulte juste une veilleuse qu'on laisse brûler la nuit. Que parfois, les adultes savent aussi aménager leurs règles pour s'adapter à vos failles, plutôt que de vous briser pour que vous rentriez dans leur case. Grégory reçoit un colis à son cabinet, envoyé par une styliste ayant travaillé sur plusieurs de mes shootings, il y a longtemps. Dedans, une clé USB avec des photos prises en coulisses, qu'elle gardait depuis mes 7 ans, rattrapée par la culpabilité. Grégory regarde d'abord les fichiers, il décide que je ne dois pas tout voir et je lui fais confiance. Mais j'accepte de décrire ce qu'étaient concrètement les pauses sur les plateaux, car mon témoignage compte pour le dossier. Il enregistre ma voix pendant que je raconte, rester debout entre 2 prises, ne pas s'asseoir pour ne pas froisser les vêtements, surtout pas manger, sinon le ventre gonfle et ça se voit sur les photos, éviter les toilettes pour ne pas retarder l'équipe ou irriter les clients. Juste attendre, debout, sans bouger, jusqu'à ce qu'on me demande de rejouer la perfection. Mes pieds sont douloureux dans les talons, mon ventre est vide, tordu de crampes. Je sens la voix de ma mère me rappeler qu'on ne se plaint pas sous peine de perdre un contrat. J'écoute ma voix raconter mon histoire comme si elle appartenait à une autre, comme si j'expliquais le rôle d'un personnage au lieu d'évoquer ma propre vie. Grégory pense que la dissociation a peut-être été ma planche de salut. Me détacher, c'est ce qui m'a permis de tenir. L'enregistrement va dans le dossier, et j'essaie de ne pas penser à tous ces inconnus qui écouteront un jour ma voix parler des pauses dans mon univers. 3 jours plus tard, la commissaire se présente chez Marlena avec des nouvelles qui bouleversent tout. Elle a récupéré des textos échangés entre mes parents la semaine de mon placement, où ils prévoyèrent de me récupérer après le tribunal. Ils évoquaient des membres de la famille, dont l'adresse restait inconnue des services sociaux, envisagèrent de disparaître avec moi avant toute intervention, réfléchissaient à des plans précis. Les textos montrent le danger réel, et le juge réagit aussitôt. Contrôle judiciaire renforcé, géolocalisation obligatoire pour mes 2 parents, sécurité accrue autour de tous mes lieux de vie. Marlena m'explique tout en restant près de moi. Je me sens à la fois comprise et terrifiée. Ma peur n'était pas de la paranoïa. Ils avaient vraiment prévu d'annuler le sauvetage, de m'arracher pour me ramener dans le garage, les bains glacés et les séances photos qui n'en finissent plus. Avoir vu juste sur le danger ne protège pas, ça prouve juste qu'il existe depuis toujours. Dès le lundi suivant, l'école passe en confinement partiel. Mes parents ont été vus sur le parking à l'arrivée du matin, en violation de l'ordonnance d'éloignement, guettant du côté de la clôture. Désormais, il y a des procédures à mon nom. Des profs que je connais à peine me font changer de salle pour ne plus voir le parking. Le directeur compose le numéro de la police pendant que je reste assise à un bureau qui n'est même pas le mien, entourée d'enfants qui me dévisagent. Je me dis que je suis un vrai casse-tête, que ma peur prend trop de place, que je contrains des tas de gens à chambouler leur journée simplement parce que j'existe à côté de la plaque. Le confinement dure 40 minutes, le temps pour la police de s'assurer que mes parents sont bien partis. Ma professeure habituelle me raccompagne ensuite en classe, et les autres élèves, eux, chuchotent sur mon passage. Un peu plus tard, Cal m'offre une perspective différente. Les gens font le choix de te protéger, me dit-il. Ils décident que ta sécurité compte. Mais sur le moment, la seule chose que je ressens, c'est d'être l'ennui à régler, la perturbation du groupe, et je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être mes parents avaient eu raison, et que je représente plus une gêne qu'autre chose. Ce même après-midi, Marlena m'installe dans la cuisine et m'annonce qu'on déménage ce soir. Le détective a passé un coup de fil. Mes parents ont payé quelqu'un pour me retrouver, et notre adresse ne vaut plus rien. J'ai 10 minutes pour prendre le strict nécessaire. Je me précipite dans ma chambre, et j'embarque la photo du dinosaure à la craie, celle que le petit voisin et moi avions dessinée sur le trottoir. J'emporte aussi le grand mug de Marlena, celui dont je me sers tous les soirs pour mon chocolat chaud. Je ramasse les devoirs entassés sur le bureau, des mots à épeler mis de côté à moitié faits, puis ma main s'interrompt. Je comprends que je dois les laisser. La chambre où j'avais enfin appris à dormir sans me réveiller glacée toutes les heures, je la quitte sans me retourner. Marlena cale 2 valises dans sa voiture et on file vers une nouvelle adresse qu'elle refuse obstinément de me révéler avant l'arrivée. Elle promet qu'on inventera d'autres rituels du soir là-bas, qu'il y aura de nouveaux chocolats chauds, que tout sera à réinventer. Je regarde la route par la fenêtre, la sensation d'avoir la sécurité toujours en mouvement, hors de portée. Chaque fois que je commence à me sentir un peu protégée quelque part, ce lieu m'est aussitôt retiré, comme si c'était interdit d'être tranquille. Vouloir être en sécurité, ça revient à renoncer à toutes les petites choses que j'avais fini par croire à moi. Le nouvel appartement est minuscule. Les barreaux aux fenêtres me donnent le vertige. Marlena m'indique la chambre censée être la mienne. Je déballe la photo à la craie et le mug. Voilà tout ce qui me reste de l'endroit où j'avais commencé à trouver un peu de paix. 3 jours plus tard, je découvre une nouvelle école où personne ne se doute encore de mon histoire. L'enseignante, plus jeune, cherche des volontaires pour lire à voix haute un extrait du roman posé sur son bureau.
et les mains fusent partout. Je lâche un « je préfère passer », sans chercher à paraître enthousiaste comme je le fais d'habitude. Ça ressemble à un pas en avant, mais ça goûte aussi l'échec, parce que tous les autres lèvent la main. Et moi, je continue à ressembler à l'enfant cabossé, incapable d'accomplir les choses simples. L'enseignante acquiesce et poursuit le cours sans s'arrêter sur mon cas. Après la classe, je retrouve Camille dans une salle minuscule décorée d'alphabets. Elle me tend un livre facile, avec de grandes lettres. Je lis une phrase entière à voix haute, achoppant sur chaque mot, comme si j'avais 5 ans et non 10. Camille prend une photo de la page et dit que c'est impressionnant. J'ai envie de lui rétorquer que n'importe quel élève de maternelle ferait mieux, qu'impressionnant devrait désigner un défi autrement plus important. Mais elle s'en réjouit sincèrement, comme si c'était un exploit à graver dans ma mémoire. Je me permets 5 secondes de fierté, puis la honte reprend sa place. La semaine suivante, Grégory appelle Marlena pour savoir si je suis prêt à déposer dans la procédure pénale. Il détaille les possibilités à l'infini. Je peux témoigner devant le juge ou non, enregistrer une vidéo ou venir en personne, être accompagné ou y aller seul, répondre aux questions du procureur ou choisir d'écrire une déclaration. Il déroule les choix sans jamais faire pencher la balance. Je lui annonce que je préfère enregistrer une vidéo, mais dans une pièce où je me sente en sécurité, surtout pas dans un tribunal. Je veux que Cal soit là. Devant un jury, hors de question, je ne me vois pas exhiber mes blessures devant des inconnus, même si ça condamne finalement mes parents. Si le procureur s'en trouve frustré, tant pis. Grégory enregistre mes limites et me promet de les faire respecter. C'est comme ça que j'apprends que mon bien-être pèse enfin dans la balance, même dans une justice qui pense trop souvent d'abord aux autres. 2 jours plus tard, Favor apparaît à la nouvelle adresse, avançant avec précaution grâce à sa canne, plus lentement qu'avant, l'allure hésitante. Elle s'assied à la table de Marlena et s'excuse pour 1000 choses qui ne sont même pas de sa faute. Elle me confie qu'elle regrette de ne pas s'être montrée plus tenace plus tôt dans sa carrière, de ne pas avoir insisté davantage face à certains signes alarmants dans d'autres familles. Je lui réponds « Tu as frappé à la porte », et je le pense du fond du cœur, parce que c'est elle qui, inlassablement, revenait. C'est elle qui a rapporté la tablette pleine de preuves, elle qui a encaissé un coup qui lui a fracturé le crâne, parce qu'elle refusait de partir tant qu'elle n'était pas sûre de ma sécurité. On se met à pleurer tous les deux en silence. Marlena nous sert du thé. C'est là que je comprends que se réparer, ce n'est pas atteindre la perfection ou réussir du premier coup. Parfois, ça consiste juste à rester, même blessé. Le mardi suivant, séance de thérapie habituelle avec Cal. Je lui livre un secret jamais confié à personne. À 6 ans, mes parents m'ont traîné chez un dentiste qui, parce qu'un client voulait un sourire édenté pour une publicité, m'a arraché 4 dents de lait bien trop tôt. Le visage de Cal se ferme, mélange de colère et de malaise. Il griffonne quelque chose et m'informe qu'il va me rediriger vers un spécialiste dentaire. Je réalise alors à quel point certaines douleurs me semblaient normales, à quel point je n'avais même pas conscience que c'était de la maltraitance. 2 semaines plus tard, le dentiste examine ma bouche et m'explique les dégâts irréparables causés à mes dents définitives par ces extractions trop précoces. Mâchoire décalée, dents qui ont poussé de travers. Encore un ajout à la longue liste des manières dont mon corps a servi de matière première plutôt que d'enfant à protéger. Dans ces mêmes jours, l'agence de mannequins résilie officiellement le contrat de mes parents. L'affaire fait la une, et soudain, elle cherche à se distancer du scandale. En quelques jours, un site à potins balance mes initiales et les commentaires s'enflamment. Certains cherchent à savoir si mon histoire est vraie ou simplement gonflée. L'Académie bloque illico l'accès au site sur tous ses ordinateurs. À la maison, Marlena active un contrôle parental pour m'empêcher de lire ce que des inconnus racontent sur moi. J'ai l'impression d'être à la fois protégée et effacée, comme si mon histoire était partout, mais que je n'avais même pas le droit de voir ce qu'on en disait. Grégory me répète que ce n'est qu'une mesure provisoire, pas une vraie censure, mais j'ai quand même la sensation d'être pris au piège par d'autres gens, avec soi-disant de meilleures intentions. Mes parents, eux, portent plainte contre l'aide sociale à l'enfance, hurlant à l'enlèvement abusif et réclamant mon retour. Les radios s'emparent aussitôt du dossier comme d'un symbole de l'État qui dérape et piétine les droits parentaux. Grégory me détaille les scénarios possibles au téléphone. Selon lui, la procédure est bâclée et finira probablement classée. Juste de l'intimidation, mais j'entends malgré tout des extraits à la radio quand Marlena oublie d'éteindre l'autoradio. On y entend des animateurs défendre le fameux « droit des parents » à éduquer leurs enfants comme ils l'entendent, d'autres auditeurs affirmant que la réussite des enfants mannequins prouve que leurs parents font les bons choix. Et je me demande si, dans l'histoire de quelqu'un d'autre, je ne deviens pas le méchant. Cal m'aide à jongler avec 2 vérités en même temps. Certains croiront toujours les mensonges, mais ça ne rend pas mon vécu moins réel. Un mardi matin, je m'installe avec Camille et, pour la première fois, j'écris parfaitement mon prénom complet 2 fois sans aide. Elle prend une photo de la feuille comme si elle venait d'assister à un chef-d'œuvre digne d'un musée. Le soir, je glisse la feuille sous mon oreiller et, à chaque doute, je la touche du bout des doigts. C'est la preuve que j'apprends, que mon cerveau est capable de choses que je pensais impossibles. Ce n'est qu'un prénom, mon prénom, mais c'est comme si je revendiquais enfin ce qui m'a toujours appartenu. La déposition se passe dans une salle adaptée aux enfants, au tribunal, avec des fauteuils où on s'enfonce et des boîtes de mouchoirs un peu partout. Ils installent un anneau lumineux pour la vidéo, et tout de suite, je sens ma poitrine se resserrer. Je demande à ce qu'on l'éteigne. Ils obéissent, sans discuter, et se contentent de la lumière du jour. Je raconte toute mon histoire dans la pénombre, plutôt qu'en pleine lumière. Ma voix tremble,
Mais je ne craque pas vraiment. J'explique les bains glacés, le sol du garage, les dents qu'on m'a arrachées pour l'esthétique. À la fin, l'avocate me remercie comme si je venais de lui offrir un secret précieux, alors que tout ce que j'ai fait, c'est raconter mon enfance devant une caméra officielle. 3 jours après, un colis arrive à la nouvelle adresse, connue seulement de Grégory et du tribunal. Dedans, je trouve mes anciennes chaussures de mannequin, des chaussures de marque, trop hautes pour une gamine de 10 ans. Dans l'une d'elles, un mot, encore 30 secondes. La police emballe le tout comme preuve et cherche des empreintes digitales. Ce sont celles de mon père. Enfreindre l'ordonnance d'éloignement entraîne aussitôt des poursuites contre lui. Je regarde ces chaussures impeccables en me souvenant de la hauteur, de la valeur qu'elles m'apportaient et surtout de la douleur perpétuelle. Pour la première fois, ce n'est pas la peur qui me domine, c'est la colère. Grégory, plus tard au téléphone, m'explique que la colère, c'est un progrès. Je veux bien le croire, parce que cette rage me semble juste, presque purifiante. Pour une fois, j'ai le droit d'être furieuse de ce qu'on m'a fait, au lieu de culpabiliser de n'avoir rien pu empêcher. L'audience préliminaire a lieu un mardi matin sans moi, mais Grégory s'y rend et me raconte tout par la suite. Certaines accusations tombent, pour des motifs administratifs qui me dépassent, une histoire de papier, de délai, de subtilité juridique, mais les plus graves restent, maltraitance sur mineurs, défaut d'éducation et agression sur une assistante sociale. Cela ira donc devant le tribunal. Le juge estime qu'il y a suffisamment de preuves. Grégory m'apprend aussi que Favor a témoigné, la voix ferme même si ses mains tremblaient, et le juge a tout noté sur sa découverte dans le garage et l'agression de mon père. Ma mère, paraît-il, a pleuré tout du long, ces mêmes fausses larmes qu'elle sortait à ses clients pour susciter la pitié, tandis que mon père regardait droit devant lui comme s'il posait pour une photo officielle. Aucun des deux n'a montré un gramme de regret, seulement la rage d'avoir été pris sur le fait, et Grégory a raison. Ils ont toujours pensé que les règles ne valent pas pour eux. Ce n'est pas un grand show de justice façon télé, sans applaudissements ni menottes, mais Grégory insiste. Ce sont de vraies conséquences, une responsabilité réelle. J'apprends que dans la vie, la justice est souvent brouillonne et incomplète, mais malgré tout, elle compte. 3 semaines plus tard, une nouvelle audience est organisée, cette fois sur ma situation à moi, où je vais vivre et pour combien de temps. Le juge examine l'environnement chez Marlena, la sécurité à la nouvelle adresse, mes progrès en thérapie et à l'école, puis il signe des papiers. Grégory me les explique simplement. Ça signifie une tutelle prolongée. Le plan de stabilité est entériné, avec une formulation compliquée qui veut juste dire que ce placement est fait pour durer, que je n'irai plus de maison en maison sauf si tout dérape. Après l'audience, Marlena vient me chercher au cabinet de Grégory, et sur le chemin, elle s'arrête chez un encadreur pour faire mettre l'ordonnance du juge dans un cadre, avec mon nom gravé en bas. Elle l'accroche près de l'interrupteur dans ma chambre, pour que je le voie chaque fois que j'allume la lumière. C'est la première fois que je possède quelque chose de vraiment à moi, quelque chose qui dure, alors forcément, je pleure. Moi qui n'avais eu jusque-là que des cicatrices et de mauvais souvenirs. Marlena me serre fort et me répète qu'on peut aussi pleurer de bonheur, que ce sont des larmes qui comptent tout autant. Et c'est étrange, au fond, de se mettre à pleurer à cause d'une bonne nouvelle, plutôt qu'à cause d'une douleur. L'affaire pénale continue, mais l'avocat de mes parents cherche à conclure un accord pour éviter le procès, et Grégory m'en raconte les détails au téléphone pendant que je fais mes devoirs dans la cuisine de Marlena. Il s'agirait pour eux d'une mise à l'épreuve, de stages obligatoires pour apprendre à être de meilleurs parents, d'un suivi psychologique pour comprendre pourquoi ils ont pu croire que faire prendre des bains glacés ou me laisser dans le garage était acceptable, avec en plus l'interdiction totale d'être seul avec moi pendant au moins 2 ans, voire plus, si leur progrès laisse à désirer. L'action civile qu'ils avaient lancée contre les services sociaux tombe aussi dans le cadre de l'accord, et Grégory précise que ce n'était jamais qu'un moyen de pression pour impressionner. Ce n'est pas la prison, ni la condamnation spectaculaire à laquelle j'ai parfois rêvé, les menottes et la cellule. Pourtant, Grégory insiste. Cela reste une vraie sanction, des obligations sérieuses qui les forcent à changer pour de bon, pas juste à dire pardon. L'interdiction de contact me protège à distance pendant la période où ils sont censés devenir d'autres personnes, et je me sens autant frustrée que soulagée. J'aurais aimé qu'ils soient plus lourdement sanctionnés, mais je suis aussi reconnaissante de ne pas avoir à les affronter en face. Cal me dit, lors de notre prochaine séance, que c'est tout à fait normal de ressentir 2 émotions contraires en même temps. Il m'explique qu'une justice compliquée n'est pas moins réelle pour autant, et j'essaie de le croire, même si une part de moi aurait préféré qu'ils payent à la hauteur de tout ce que j'ai enduré. Il reste encore une audience à propos de l'argent, tout ce que j'ai gagné en travaillant comme mannequin, des sommes dont je n'ai jamais rien vu ni contrôlé. Le juge décide de tout placer sur un compte bloqué, totalement hors de portée de mes parents, et c'est ainsi que je me retrouve dans le bureau de Grégory, devant des relevés bancaires avec des chiffres que je n'aurais jamais imaginés. 6 chiffres, me précise-t-il, en posant le doigt sur le total. Tout cet argent accumulé avant même mes 10 ans à force de poser en talons hauts, dans des bains glacés, sous les projecteurs. Les relevés détaillant les virements des agences et des clients, des centaines de shootings, toute cette fortune qui finançait le quotidien de mes parents, alors que je dormais sur du béton et suçais des glaçons pour rester assez mince et décrocher de nouveaux contrats. Je ressens tout à la fois de la colère, du soulagement et un profond dégoût, parce que mon enfance a désormais un prix, un montant exact qui sous-entend « voilà ce que ton malheur valait à leurs yeux », ce qu'ils ont empoché pendant que moi, j'enchaînais les fractures de fatigue, la perte de mes cheveux, la dénutrition. Grégory m'explique que j'en aurai la pleine gestion à mes 18 ans, que cet argent m'appartient, qu'il a toujours été à moi,
et j'essaie d'imaginer ce que c'est, avoir 18 ans, être suffisamment adulte pour tout gérer, l'argent comme le reste, mais l'idée même du futur me paraît aussi lointaine qu'essentielle. Une lettre arrive chez Marlena, venant de l'agence de mannequins. Pour une fois, elle n'est pas adressée à mes parents, mais directement à moi. À l'intérieur, une brochure qui présente de nouvelles mesures. Initiative pour la protection des jeunes artistes. C'est écrit en gros caractères en haut, et le livret détaille les nouveaux encadrements sur les horaires de travail, la scolarité, les temps de pause et le suivi santé. Le nom de Favor figure au bas de la page parmi les remerciements, comme consultante, et Grégory m'explique qu'on a tenu à lui demander son avis grâce à ce qu'elle a vécu à travers mon histoire. L'agence ne cite jamais mon nom, tout reste très vague, très général, mais je sais parfaitement que ces mesures existent à cause de ce qui m'est arrivé, parce qu'il a fallu qu'un drame éclate pour que quelqu'un se décide enfin à ouvrir les yeux, et qu'il se sente maintenant obligé de donner le change. J'en veux un peu à ces changements qui n'effaceront jamais les années perdues, même si, au fond de moi, j'espère quand même qu'un autre enfant sera repéré à temps, que ces règles empêcheront que cela se reproduise, même si elles arrivent trop tard pour moi. Cal ne cesse de me rappeler en séance qu'on ne transforme pas un système du jour au lendemain, que c'est frustrant, imparfait, mais fondamental, que le vrai changement se fait par petits pas et pas par grandes révolutions, et j'essaie de m'en convaincre, même si j'ai l'impression que ces nouvelles politiques ne font que poser un pansement là où il faudrait tout reconstruire. Un samedi matin, je me lève et je prends une décision qui peut sembler énorme, mais qui, en vérité, est très simple. J'arrête définitivement le mannequinat, sans attendre de voir comment je me sentirai plus tard, sans me laisser d'échappatoire, c'est terminé. Marlena m'aide à récupérer toutes mes cartes composites et mes books, rangées et oubliées dans son grenier, et on les étale par terre dans le salon. Des centaines de photos de moi à des âges différents, toujours impeccables, toujours souriantes et vidées. Je n'en garde qu'une seule, juste une. Un portrait pris à 9 ans où, si on y prête attention, on distingue la fatigue derrière mon sourire. C'est cette photo que je mets dans ma boîte à souvenirs, témoin que j'ai survécu à tout ça, que ce n'est pas que dans ma tête que j'en suis sortie. Le reste part dans des cartons que Marlena ferme soigneusement avant d'y coller la date du jour. Elle me demande si je suis sûre de mon choix et je réponds oui, d'une voix claire. Un oui qui vient du cœur. Je le dis fort, sans hésiter. Et laisser tout ça derrière moi ressemble à un mélange de deuil et de soulagement. Quelque chose que je peux enfin assumer. Les cartes qui servaient à définir qui j'étais sont rangées. Elles n'ont plus rien à dire sur mon identité. Et je trouve étrange de ressentir à la fois de la tristesse et un sentiment de liberté. Favor m'envoie un message un mercredi alors que je suis au collège. Juste 4 mots simples auxquels je repense sans cesse. Fier de ton nez. Je décide de le garder précieusement dans un dossier spécial, sur le téléphone que Marlena m'a offert. Une petite collection de messages à relire quand j'oublie que j'ai le droit de fixer des limites, de faire mes propres choix. Grégory me raconte ensuite que Favor a repris le travail à mi-temps, qu'elle suit à son tour une thérapie pour soigner ses blessures, et je me dis que, toutes les deux, on apprend à avancer autrement. Elle, avec sa canne après sa blessure, et moi sans ses postures, en essayant de comprendre qui je deviens quand je n'ai plus besoin de faire semblant. On s'adapte toutes les deux à des corps marqués, parce qu'on a voulu protéger ce qui comptait le plus, et on découvre que survivre, au fond, ça vous transforme pour de bon, même quand le danger finit par s'éloigner. Grégory dit qu'on est toutes les deux devenues des survivantes, plus seulement moi, et je comprends peu à peu qu'on ne traverse pas une épreuve toute seule, enfermée dans un garage, mais qu'on finit toujours par s'appuyer sur d'autres, qu'il existe tout un réseau de personnes prêtes à t'accompagner, même si ça leur coûte aussi. Après des mois sous l'œil soupçonneux des assistants sociaux, j'obtiens enfin l'accord du tribunal pour passer mon premier après-midi libre avec une amie, et la fille du voisin débarque un samedi pour remplir l'allée de Marlena de dessins à la craie. Assise sur le béton tiède, avec un seau de couleur, on s'applique à dessiner des dinosaures, des bottes et des maisons aux grandes fenêtres qui laissent rentrer toute la lumière. J'enlève mes bottes orthopédiques pour sentir la chaleur sous mes pieds, ce petit luxe que le mannequinat ne m'a jamais offert, mes pieds ayant toujours été écrasés dans des talons ou enveloppés dans des bandages. L'enfant me demande pourquoi je souris, et, à ce moment-là, je prends conscience que je souris vraiment. Pas ce sourire figé des photos, mais un vrai sourire, différent, qui fait travailler des muscles de mon visage que j'avais oubliés. Je lui réponds que je n'en sais rien, parce qu'au fond c'est vrai, je ne connais pas le bonheur gratuit, je n'ai pas de mots pour exprimer ce plaisir d'exister sans jouer un rôle, mais j'apprends à sourire parce que je me sens bien, et pas parce que je dois en donner l'apparence. Les progrès en lecture traînent, puis, tout à coup, un déclic. Après des mois à bûcher avec Camille, j'arrive enfin à écrire toute seule une histoire d'une page. Ça parle d'une serviette qui fait réellement le tour d'un enfant. Ce n'est pas long, mais c'est à moi, ce sont mes mots, dans l'ordre que je veux, pour raconter ce que j'ai envie de dire. Ma prof me demande si elle peut l'accrocher en classe, et durant une seconde, je panique, rattrapée par cette peur d'être jugée, affichée, forcément insuffisante. Mais je réalise qu'elle veut simplement mettre mon travail en valeur, pas m'exposer pour en tirer quelque chose. Il y a une vraie différence entre être montré pour être utilisé et être mise en avant pour être reconnu. Et j'apprends doucement à faire la distinction, même si mon cerveau voudrait transformer tout en marchandise. Mon histoire reste accrochée 2 semaines, et certains camarades me glissent qu'ils l'ont aimée, juste comme ça, au détour du couloir ou à la cantine,
Je découvre alors qu'être visible ne veut pas forcément dire être utilisé. Ça peut juste signifier qu'on a vu ce que tu fais et qu'on trouve ça bien. Après des mois de soins à essayer de réparer mes pieds abîmés par les talons, l'orthopédiste m'autorise enfin à abandonner mes bottes. Marlena m'emmène acheter de vraies chaussures, des baskets choisies pour leur confort, pas pour leur tête sur une photo, et on arpente les rayons ensemble à la recherche de la paire. On passe devant des talons et je me fige, comme devant un vieux défi. Les souvenirs remontent. La sensation de grandeur, d'élégance, la fierté dans le regard des clients, les collections hors de prix que mes parents m'obligeaient à enfiler, les entraînements jusqu'à saigner. Pendant une seconde, l'envie me prend d'essayer une paire, juste pour voir si je saurais encore marcher. Mais Marlena reste silencieuse, présente. Elle ne force rien, me laisse décider. Finalement, je tourne le dos au talon et je pars vers les baskets. Le confort, pour une fois, l'emporte sur tout le reste. Et je comprends à ce moment-là qu'on n'est pas obligé de céder à la tentation, qu'on peut choisir de laisser derrière soi ce qui n'a plus sa place. Le centre familial où se passent les visites n'a rien à voir avec l'odeur de la maison de Marlena. Ça sent le sol fraîchement lavé et les fleurs en plastique. Une assistante sociale veille au grain depuis son coin, clipboard sur les genoux, et mes parents arrivent séparément, comme l'impose la décision du juge. Ma mère a apporté une veste de marque, du genre qu'on me faisait porter pour les shootings, et tente de me la faire enfiler. Je l'abandonne sur la chaise, entre nous, symbole de ce fossé. Elle prend cette voix polie, pose des questions sur l'école, complimente mes baskets, et je réponds franchement, sans ménager les apparences. L'école est difficile. J'apprends à lire. Ce sont mes vêtements confortables. Son visage se ferme. Elle encaisse mal l'idée d'une version de moi qui ne fait plus illusion, qui n'a plus ce côté vendable qu'on attendait d'elle, et je la regarde chercher ses mots puisqu'elle n'a plus le script auquel s'accrocher. Mon père, lui, reste assis en face sans presque ouvrir la bouche, les yeux fixés sur ses mains. Je réalise alors qu'il ne savait me contrôler que parce que j'étais petite, malléable. Je deviens quelqu'un qu'il n'arrivera plus à façonner. Quelqu'un qui sait dire non, qui préfère la sincérité au spectacle, les baskets au talon. Le temps traîne, et quand l'assistante sociale annonce la fin, je n'attends pas le signal. Je me lève, et je suis la première à sortir. Cette nuit-là, le cauchemar revient, mais juste une fois. Pas comme avant où c'était la norme. L'odeur du dissolvant, les mains de ma mère qui tira sur les extensions jusqu'au sang. Je me réveille en sueur, le souffle court, mais je n'appelle pas Marlena. Je prends simplement le petit sachet de lavande offert par Cal et je respire lentement jusqu'à oublier le garage. Je compte les fissures au plafond, jusqu'à 17. Je touche la couverture douce que Marlena a choisie exprès pour m'apaiser. Le garage, ce n'est qu'un souvenir, pas une destination. Je me répète certains soirs, et parfois, j'arrive même à y croire. Il m'arrive encore de me réveiller glacée, mais désormais, il y a une vraie couverture épaisse et chaude où m'enrouler. Et la différence entre avant et aujourd'hui s'impose à moi, même si parfois tout se brouille dans ma tête. Mardi, on va à la bibliothèque, et je tombe sur mon propre visage sur une affiche d'il y a 2 ans. Une campagne qui continue de tourner, même si j'ai quitté le mannequinat. Je me fige, bloquée sur le trottoir devant l'image d'une fille qui sourit. Je me souviens du shooting, du bain glacé pour blanchir ma peau, de ma mère qui hurlait entre les prises parce que je ne tenais pas la pose assez longtemps. L'écart entre cette image et la réalité me donne le vertige, comme si je me dissociais. Le produit marketing sur l'affiche, la gamine en basket plantée là. Je sors mon téléphone d'une main tremblante pour écrire à Cal, et j'applique mot à mot le plan d'urgence qu'on a mis au point pour ce genre de moment. Il me rappelle en moins d'1 minute. Sa voix calme et rassurante m'accompagne pendant que je dénombre tout ce qui m'entoure. 5 voitures, 3 arbres, un panneau où mon visage ne me ressemble déjà plus. Il reste au bout du fil jusqu'à ce que je retrouve une respiration normale, jusqu'à ce que je parvienne à dépasser l'image de moi transformée en marchandise, sans m'y perdre complètement. La lettre arrive chez Marlena le vendredi, alors que ma mère n'est pas censée connaître cette adresse. Je sens mes mains trembler en tenant l'enveloppe, en reconnaissant son écriture, et Marlena me trouve dans la cuisine à ce moment-là. Elle me propose de la renvoyer sans même l'ouvrir, et c'est ce que je fais. Je choisis de ne pas lire une nouvelle tentative de regret ou de manipulation. Dans l'heure, l'inspecteur vient la mettre sous scellé comme preuve que l'ordonnance n'a pas été respectée, et pour la première fois, je me sens forte. Assez forte pour refuser qu'on ait accès à mes pensées intimes. Plus tard, Cal m'explique que refuser de répondre ne veut pas dire qu'on se tait, et je découvre que parfois, la plus grande force, c'est de s'éloigner de ceux qui ne savent que blesser. 9 mois après le coup de sonnette, l'audience de contrôle a lieu. Je patiente dans le hall avec Grégory, qui parle de mes progrès à la juge. Quand c'est mon tour, la salle paraît immense et solennelle, loin du centre familial et de ses plantes artificielles. La juge me demande si je me sens en sécurité, et je réponds simplement oui. Pas besoin d'adapter ma réponse, ni d'adoucir ma voix. Oui, parce que c'est vrai la plupart du temps, parce que chez Marlena, il y a des verrous côté intérieur, des repas sans menace, et une chambre où je dors à l'étage. Grégory raconte que je m'y épanouis, que les séquelles du traumatisme s'estompent, que je gagne en autonomie, et la juge décide de prolonger la tutelle, tout en promettant que je ne serai plus déplacée. Favor me propose de lire un texte lors du groupe de soutien dans son bureau. J'écris 3 paragraphes sur ce que ça signifie, de découvrir que notre corps nous appartient. Ma voix tremble en lisant, sans se briser, et à la fin, d'autres survivants hochent la tête,
comme s'ils savaient exactement ce que je ressens. Mon histoire n'est plus une preuve à fournir ni un spectacle. C'est un lien. C'est aussi la preuve que d'autres y sont arrivés et que nous devons réapprendre à vivre sans jouer un rôle. Au fond de la salle, Favor, appuyé sur sa canne, me sourit comme si j'avais fait preuve de courage et je lui rends son sourire parce qu'au fond, c'est sûrement vrai. Peut-être qu'il faut du courage pour retrouver sa voix après qu'on vous l'a confisquée, même avec les mains tremblantes. Ce mardi-là, Marlena organise une petite fête. Des cupcakes remplacent les chips de choucal et des ballons remplacent les spots. Elle m'offre une serviette brodée à mon nom, avec des lettres que je peux enfin lire, et je me mets à pleurer, parce que je n'ai jamais vraiment rien eu qui soit à moi. Rien qui ne serve à des shootings, des clients, ou à me rendre présentable. On ne fête pas la survie, ça serait trop lourd. On fête juste le mardi, on fête mes 10 ans, le droit de manger du sucre et de mettre du bazar. Le petit voisin vient jouer, on ressort un jeu de société dont je connais à peine les règles, et perdre me fait rire au lieu de me mettre en danger. J'apprends que l'enfance doit contenir de la joie, sans attendre un quelconque retour, qu'on ne joue pas parce qu'il le faut, mais parce qu'on en a envie. À l'école, pour un projet, on nous demande d'inscrire notre nom sur une affiche commune, et pour la première fois, j'écris mon nom entier, bien net, sans aide, sans honte, et je l'accroche sans me demander si c'est photogénique ou commercial. Juste mon nom, parmi d'autres. Ma prof prend une photo pour la gazette de l'école et me demande la permission. Je dis oui, parce que cette photo-là raconte une participation et non une perfection. J'apprends la différence entre être photographié et être exploité, entre quelqu'un qui immortalise un moment et quelqu'un qui vend votre image à des inconnus qui croient vous posséder. 10 mois après le coup de sonnette, je suis assise dans ma chambre, verrouillée de l'intérieur, la lampe allumée parce que je l'ai demandé. La ring light d'or débranchée au fond du placard, vestige d'une vie dont je n'ai plus besoin. Favor a repris le travail à mi-temps, elle marche avec une canne et suit une thérapie pour le traumatisme, réapprenant à avancer après la violence de mon père. Mes parents suivent un traitement imposé par la justice, sans avoir le droit de me contacter, censé devenir d'autres personnes, même si je doute que ce soit possible. Marlena est en bas, elle prépare le dîner que je pourrais manger à mon rythme, sans craindre une sanction. De la vraie nourriture à savourer, à la place des glaçons et des promesses creuses. Je sais écrire mon nom, lire des livres simples, porter des vêtements confortables et dire non si nécessaire. Rien n'est parfait. J'ai encore des cauchemars, je sursaute au moindre flash. J'ai du mal à faire confiance, à manger normalement, à accepter complètement mon existence. Mais tout le monde va mieux que le jour où la sonnette a retenti. Je suis en sécurité. Favor guérit. Le système avance, même si c'est lentement. Et je comprends que guérir, ce n'est pas effacer le passé, mais réussir à se construire un avenir qui ne s'enchaîne pas à notre histoire. J'ai 10 ans et j'apprends à être une enfant plutôt qu'un produit. Et certains jours, ça me suffit. C'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je sais que ces histoires peuvent être lourdes, mais c'est important de les partager. Si ça vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like. Abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres récits là qui marquent. À bientôt les amis.